Homero Marojou-Piera, bonjour. Donc, vous venez de publier un livre qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans ». Alors, nous avons déjà tourné plusieurs vidéos sur différentes idées fausses que vous essayez de déconstruire. Et je souhaiterais aujourd'hui qu'on aborde la question des relations interreligieuses, des relations entre l'islam, le christianisme, le judaïsme, avec peut-être deux portes d'entrée. Une porte d'entrée, c'est que historiquement, on avait le sentiment que dans les pays musulmans, les tenants d'autres religions étaient tolérés, mais étaient un peu des citoyens de seconde zone. Et puis, quand même, l'évolution de ces dernières décennies, enfin, si on se réfère un peu au temps long, c'est qu'on a quand même le sentiment d'une perte de la diversité religieuse, notamment dans les pays du Moyen-Orient, qui sont majoritairement musulmans. Et là, il y a quand même un signe qui est plutôt inquiétant quant aux évolutions de la société. Alors, je sais que vous-même, vous êtes impliqué dans des instances de dialogue interreligieuses. Quel regard portez-vous sur cette évolution et sur la situation? Alors, j'aimerais renvoyer les personnes qui nous regardent à un documentaire que je trouve extrêmement intéressant, qui avait été réalisé par le réalisateur Misquet, qui est intitulé « Juifs et musulmans, si loin, si proches ». Et le documentaire, donc, il est en différentes parties, il est accessible, je pense, sur le net, revient sur la longue histoire des relations entre juifs et musulmans, qui est très complexe, qui ne se résume pas à une vision idyllique de l'Andalousie où tous les citoyens étaient égaux, et qui ne se résume pas non plus au statut de dhimmi où le non-musulman ne pouvait pas jouir de sa liberté à l'instar du musulman. C'est beaucoup plus complexe sur le plan historique. Mais il y a quand même un moment clé dans les sociétés du monde musulman, sous l'Empire ottoman. C'est celui, tout d'abord, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et de l'impulsion que ça va avoir en termes d'émancipation des individus et les transformations que la France opère sur ses territoires coloniaux, notamment l'émancipation des Juifs, par exemple, le décret Crémieux en 1870 et l'impact que ça va avoir sur les Juifs de France et qui va questionner les rapports entre les pays, entre les citoyens musulmans et non musulmans dans les territoires de l'Empire ottoman, mais également pour le Maroc, par exemple, qui n'était pas sous domination ottomane. Il y a également un autre moment historique qui est crucial, c'est celui des indépendances progressives au cours du XXe siècle des pays d'islam. Quel statut du citoyen? Est-ce qu'on est sur une citoyenneté politique ou est-ce qu'on est sur une citoyenneté religieuse? Donc il y a des partis d'inspiration marxiste qui vont avoir leurs heures de gloire dans des pays, je pense à l'Irak notamment, hein, donc le parti Ba'ath, le parti de la Renaissance, qui va irriguer les pays du Proche-Orient, notamment l'Irak et la Syrie, avec cette problématique de la citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté ? La mise en place progressive des cartes d'identité religieuse qui va se solder par un appauvrissement de la situation des chrétiens, des juifs. Alors après, il y aura bien sûr la guerre israélo-arabe qui va avoir un fort retentissement aussi sur y compris les questions de citoyenneté, d'émigration des populations juives. Et tout ça, je le mentionne parce que c'est bien avant la problématique de Daesh et de l'éradication des populations chrétiennes. C'est d'accord. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans les pays musulmans, il n'y a pratiquement plus de juifs. Je veux dire, alors qu'il y a quelques décennies, quand même, c'était des populations de la minorité juive vivaient en bonne relation avec leurs voisins. Et il y a encore quelques chrétiens, quelques-uns en Iran, quelques-uns en Irak, etc., mais ils sont quand même de moins en moins nombreux. Il y a un exil aussi de ces traditions chrétiennes qui sont séculaires, enfin, qui remontent très très loin. Et là, il y a quand même quelque chose qui est du registre de l'appauvrissement pour une société.
tout à fait. Les chrétiens sont restés dans les pays où la pluralité religieuse était assez importante. Je pense à la Syrie, notamment, oui. La Jordanie dans une moindre mesure. Concernant l'Irak, la déperdition, l'émigration des populations chrétiennes, hein, donc les chrétiens historiques, les chrétiens chaldéens, est due au fait que leur statut juridique, leur statut de citoyen, va s'appauvrir au fur et à mesure du temps, tout au long du XXe siècle. Et alors on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, quelle est la responsabilité de l'islam dans cette évolution? Alors il faudrait faire venir l'islam et lui poser la question, si on peut personnifier cette religion, mais pour être plus sérieux, pour moi c'est l'articulation, toujours, les questions religieuses sont des questions politiques. Et les questions politiques dans les pays d'islam sont aussi des questions religieuses. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choix politiques qui sont faits et la religion est instrumentalisée, ou en tout cas une certaine lecture de la religion est instrumentalisée dans une orientation politique. C'est-à-dire que quand il y a les indépendances progressives ou en tout cas les mouvements d'émancipation qui vont amener aux indépendances, tous les citoyens sont impliqués. Chrétiens, juifs, musulmans, les fondateurs du parti de la Renaissance en Irak, il y a un musulman, il y a un chrétien, etc., Subhi Mansour, Michel Aflaq, etc. Donc on a ce brassage. Et ensuite, à un moment, le pouvoir politique prend une décision qui va ostraciser une partie des citoyens. Boum. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette lecture? Et cela va conforter une représentation de la religion qui est portée par les institutions religieuses. Là, oui. Là, il y a un problème dans la lecture de ce qu'est un citoyen musulman. Et quand je suis en débat avec des coreligionnaires qui portent cette vision, moi, je leur pose une question très simple. Parce que ce débat existe sur la citoyenneté politique. Et parfois, vous trouvez des prédicateurs musulmans ou des imams qui vont vous dire dans une société musulmane, la citoyenneté, elle est religieuse. D'accord. Donc là, on est dans le paradigme que j'appelle le paradigme hégémonique, le paradigme ancien. Et je leur pose la question suivante. D'accord, donc cela signifie que sur une carte d'identité, il y aura la mention de la religion? Oui. Cela signifie qu'un non-musulman ne peut pas jouir de sa libre citoyenneté. Là, la personne est déjà un peu plus mal à l'aise parce qu'elle sait que je la ramène sur le terrain des droits de l'homme. Cela signifie que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas valable dans un pays musulman. Parce qu'on a deux déclarations aujourd'hui dans les pays d'islam. Il y a la déclaration de la Ligue arabe, la déclaration des droits de l'homme de la Ligue arabe et la déclaration des droits de l'homme de l'Organisation de la Conférence islamique. D'accord? Donc, celle de la Ligue arabe, c'est une déclaration pan-arabe, etc. Et celle de la déclaration de la conférence islamique, c'était impulsé par les Américains qui voulaient faire le contrepoids aux Russes qui, durant la guerre froide, avaient le vent en poupe auprès des pays arabes. Donc, on est sur toujours des enjeux politiques. Mais dans les deux cas, dans les deux déclarations, l'article qui stipule le droit pour toute personne d'avoir, de ne pas avoir et de changer de religion n'est pas repris. Il n'est ni dans la déclaration de la Ligue arabe, ni dans la déclaration de la conférence, de l'Organisation de la Conférence islamique. C'est une régression, ça. C'est une régression totale. Parce que, pour eux, donc dans les deux cas, premier cas la Ligue arabe, le deuxième cas l'Arabie saoudite, c'est une porte ouverte à la démocratie et c'est une porte ouverte à ne plus avoir la main mise sur les individus dans la régulation des relations sociales. Et ça, c'est une vraie régression et c'est un enjeu majeur dans les pays d'islam. Mais quand on rapporte ça au niveau des populations, je veux dire, les populations musulmanes sont très différenciées.
L'Indonésie, ce n'est pas la Malaisie, ce n'est pas l'Afrique subsaharienne. Je veux dire, quand vous ramenez ça en Afrique subsaharienne, beaucoup d'Africains subsahariens vous disent « mais de quoi tu me parles? Mon oncle est musulman, mon père est chrétien, dans ma famille, j'ai 2 sœurs qui sont protestantes et j'ai un frère qui est musulman, moi-même je suis catholique. » Un Africain subsaharien vous ramène sur d'autres types de problématiques. Le Maghreb, c'est encore une autre problématique. Par exemple, aujourd'hui, le Maroc a toute une stratégie politique en direction de ses ressortissants juifs, donc ceux qui ont la double nationalité, marocaine, israélienne. Et aujourd'hui, ce sont des pèlerinages, ce sont des instituts qui sont créés au Maroc. Et les juifs marocains sont en train de renouer une relation extrêmement forte avec le Maroc. Donc vous avez le sentiment qu'il y a un peu un retournement de tendance et qu'on revient vers plus de pluralité? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce que l'histoire du XXe siècle, elle est douloureuse. C'est la colonisation, la décolonisation, la guerre israélo-palestinienne, qui était à la base une guerre israélo-arabe. C'est le rapport entre l'Algérie et la France. C'est beaucoup de choses. C'est la guerre froide. Et au XXIe siècle, ça change? J'espère. Alors, on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve. Par exemple, les chrétiens chaldéens qui ont fui l'Irak, vont-ils revenir? Et vous savez, sur ces chrétiens chaldéens, certains que j'ai rencontrés me disaient, il y a 20 ans, on avait des relations très, très courtoises et même très fraternelles avec nos voisins musulmans. Et puis, ces dernières années, ça s'est durci. Et nos voisins commençaient à nous regarder avec un regard suspicieux. Et si on est parti, c'était pour des raisons politiques de sécurité, mais c'est aussi qu'on se sentait de plus en plus ostracisé, y compris par nos voisins. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir... Et on a aussi tout l'esclavage qui a été... et l'exploitation des femmes qui a été mis en place par Daesh. C'était un lupanar à l'échelle d'une société. Donc... est-ce que ces meurtrissures peuvent être résorbées? Est-ce qu'on peut avoir une sorte de réconciliation comme on a pu l'avoir au Rwanda, en Afrique du Sud, en Algérie dans une moindre mesure, entre Algériens, après toutes les années noires? Compliqué. Moi, je ne peux pas prédire l'avenir, mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait à la fois une rupture paradigmatique, c'est-à-dire que des institutions religieuses disent ouvertement notre conception de la citoyenneté ne peut plus être fondée sur la religion. Ce serait un signe très fort. Moi, je ne l'ai pas encore vu de la part d'institutions religieuses musulmanes dans ces pays. Et il faudrait que les pouvoirs politiques mettent en place une véritable politique, une véritable stratégie sur le terrain pour intégrer sur le plan de la citoyenneté toutes ces populations. Or, on est encore dans des problématiques sunnites-chiites, rien qu'au niveau musulman. Donc, est-ce que dans ce type de situation, pour l'Irak par exemple, le pouvoir politique peut être capable d'intégrer les populations non musulmanes? Je n'y crois pas trop dans les prochaines années. Mais la question est en débat quand même, enfin, elle est réfléchie dans les milieux musulmans, dans les théologiens, y compris dans les politiques. Enfin, est-ce que c'est quand même une question qui est débattue, cette question de l'identité politique et rapport avec l'identité religieuse? Pas toujours très bien, puisque les mouvements islamistes, les frères musulmans en tête, ont eu des propos très ambigus sur les Coptes en Égypte, très très ambigus. Et quand ils ont accédé au pouvoir à travers la présidence de Mohamed Morsi, c'était assez litigieux. Hein, donc les prises de position par rapport aux Coptes avaient suscité un certain nombre d'inquiétudes sur justement le fait de les ostraciser, d'en faire des citoyens de seconde zone. Du côté des penseurs libéraux... Oui, mais Morsi n'a pas duré, enfin, j'irais. Oui, heureusement, il n'a pas duré. Ouais. Mais je ne sais pas si, sous le pouvoir de Sisi, la situation des Coptes est meilleure ou pas. Vous me disiez tout à l'heure que Sisi faisait pression sur les autorités musulmanes pour aller vers plus d'ouverture. Oui,
Mais après, à voir qu'est-ce qui se concrétise. Avec les minorités. Je ne suis pas spécialiste sur le plan sociologique ou géopolitique de l'Égypte, mais bon, il faut voir comment ça peut évoluer. Par contre, du côté des penseurs libéraux, ça fait très longtemps que la question a été mise en débat sur l'avènement d'une société démocratique dans laquelle la citoyenneté, elle est politique et pas religieuse. Et c'est là où il y a un point d'achoppement entre les institutions religieuses et ces penseurs. Parce que qui dit cela dit qu'un pouvoir politique, à un moment donné, s'interdit de statuer sur l'identité religieuse de ses citoyens. Et ça, c'est encore une question très sensible dans les pays d'islam. Très, très sensible. Même dans les pays qui se revendiquent comme étant laïques. Je pense au Sénégal ou à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, à certains pays arabes. Bon, c'est toujours compliqué, même en Tunisie aujourd'hui, c'est toujours compliqué cette histoire. Bon, écoutez, on va terminer cette série de rencontres un peu sur cette question, donc cette question qui reste ouverte sur l'ouverture. Voilà. En tout cas, voilà, Homero Maranjou Piera, merci beaucoup pour ces entretiens que vous nous avez accordés. Et puis, je ne peux que recommander donc votre livre En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans. Merci.